vous allez nous rejoindre s'il vous plaît, Luc Ferry. Et en direct, nous avons aussi Daniel Cohn-Bendit, puisque c'est le duel des idées qui débute avec vos deux voix opposées, voix de droite et voix de gauche. Merci beaucoup, Xavier Titelman. Merci. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir Darius, bonsoir Dany. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Le suspense Trump, on peut voir les images peut-être en direct, il tient meeting. Kamala Harris, elle aussi tient meeting. Quel est votre regard d'abord sur la dimension du risque ? Comme cela montre de plus en plus cette interrogation, si le résultat est serré, par exemple, le basculement dans le chaos aux États-Unis. Est-ce que pour vous, ça fait partie du spectre possible, Dany Cohn-Bendit ? Oui, c'est ce qu'annoncent Musk et Trump. Ils ont dit, en fait, ils ont gagné. Musk a créé des instituts de sondage. Donc pour Trump, il est évident qu'il va gagner. Donc s'il ne gagne pas, c'est que en fait les résultats sont tronqués. Donc il va remettre en cause cette élection dans la rue, juridiquement, et il va déstabiliser le système démocratique américain. Sauf s'il est élu. Donc s'il est élu, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Pardon, oui, t'as raison. Voilà, oui. Kamala Harris fera probablement la même chose, sauf que elle, ce sera mezzo voce, c'est moins grave. Elle va pas attaquer le Capitole, voilà. Mais c'est vrai que c'est tellement tendu et c'est tellement serré que voilà, probablement les deux vont revendiquer la victoire si c'est aussi serré que le prévoient les sondages. Ce qui est assez intéressant dans cette histoire de Trump, Kamala Harris, c'est assez classique. Les démocrates, on sait à peu près ce que ça représente, la gauche américaine. Mais Trump, c'est vraiment c'est quelque chose de nouveau quand même ce qu'il représente, hein, parce que à la fois réactionnaire sur les questions de société, sur l'avortement, sur la peine de mort, limite un discours sudiste, limite raciste, il flirte volontiers avec ça, et en même temps un néolibéral individualiste hypermoderniste, ce mélange de réactionnaire et d'hyper moderne avec Elon Musk derrière, c'est quand même très nouveau aux États-Unis. On n'a pas tellement d'équivalent dans l'histoire ni de l'Europe ni des États-Unis. Est-ce qu'il a l'âme du putschiste ? Parce qu'au fond, ça revient quand même à ça. On sent bien qu'il y a deux thèses. Il y a ceux qui disent, au fond, il y aura peut-être du désordre, mais finalement, l'électeur décidera. Et ceux qui disent, non, regardez le Capitole, il y a un putschiste en lui. Dany ? Oui, mais il y a une différence du Capitole, c'est qu'encore, le pouvoir est démocrate. Biden est à la Maison-Blanche. L'armée est du côté du pouvoir. Oui. Et donc, je ne vois pas comment un putsch à la Trump, vu comme le 6 janvier, puisse avoir lieu aujourd'hui. Il y a une mobilisation militaire aujourd'hui pour la protection de Washington qu'il n'y avait pas il y a 4 ans. Dany a raison, c'est très important. L'armée est du côté du pouvoir, donc il y a en vérité aucun risque de putsch. C'est pas là on joue à se faire peur parce que l'armée est là et l'armée elle est comment dire, elle est fidèle au pouvoir en place et le pouvoir en place il est démocrate pour l'instant. Donc moi je crois pas du tout à ça. Simplement évidemment si Trump était battu, il jouerait là-dessus, mais ce sera pas, il y aura pas de guerre civile pour autant. Alors peut-être si, il y aura peut-être il y aura des épisodes violents dans les différents États, mais entre les particuliers, si je puis dire, mais l'armée ne va pas passer du côté de Trump. Ça, y a aucun risque. Qu'est-ce qu'il fera ou qu'est-ce qu'il ferait le premier jour ? Écoutez bien cette déclaration où il revient sur le premier jour. Ça y est, la fameuse déclaration où il disait « Je serai dictateur pendant 24 heures », qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Là, il dit en matière de migration, ce sera vraiment un cap. Il parle de l'expulsion, la plus grande expulsion que jamais l'histoire, dit-il, n'a connue. Le jour où je prête serment, l'invasion migratoire se termine et la restauration de notre pays commence. Et je crois que c'est notre plus gros problème. Voilà.
Qui veut commenter d'abord ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois limite raciste, enfin j'exagère un peu, mais en tout cas xénophobe, sinon raciste, et en même temps, alors vous me direz, en même temps hyper moderne. Vous me direz que chez Hitler et Mussolini, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. Ils étaient à la fois réactionnaires et hyper modernes, mais pas individualistes. C'est ça qui est nouveau. Il n'y avait pas Elon Musk derrière, il n'y avait pas la Silicon Valley derrière. Donc on a affaire à quelque chose qui est tout à fait nouveau, et qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'Occident, avec ce mélange, encore une fois, d'hyper-individualisme, d'ultra-individualisme, d'ultra-libéralisme et de pensée réactionnaire dessus. C'est pas très réjouissant, c'est quelque chose oui, enfin, c'est un mouvement, on peut parler de Trumpisme. C'est vrai que c'est un mouvement qui ne ressemble à rien d'autre, parce que, encore une fois, chez les fascistes des années 30 ou chez les nazis, il y avait la réaction et la modernité. C'est pour ça qu'on parlait de révolution conservatrice, mais c'était pas individualiste. C'était l'héritage du romantisme allemand. C'était l'idée que on était membre de la nation, on était membre d'un corps social. Les métaphores biologiques avaient du sens pour les nazis. Là, c'est pas du tout ça, et c'est très dangereux ce qui se passe, parce que c'est vraiment alors fascisme non, mais c'est quelque chose qui est extrêmement peu sympathique. Mais est-ce qu'on crie au loup, oui ou non ? Je vous pose la question aux deux. Je lisais par curiosité ce que Le Monde disait en 1981 en parlant de Ronald Reagan. Il y a des articles dans Le Monde où on dit d'abord il est d'extrême droite. Ensuite, on voit beaucoup ont révisé leur jugement. Et on dit déjà à l'époque il y a le danger d'un fascisme aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui ce danger existe, oui ou non ? Ou est-ce qu'on l'exagère ? Alors, c'est pas parce qu'on a fait des erreurs sur Reagan que quand on est, disons, inquiet de ce que peut faire Trump, qu'on a tort. Il faut faire attention. Donc, c'est vrai que Ronald Reagan, la grande différence, c'est que c'est un homme qui était quand même dans la ligne traditionnelle des républicains. Et donc, il faut voir, quand il a été à Berlin et qu'il a dit « Mr. Gorbachev, take down this wall », tu vois, il était vraiment dans l'anticommunisme traditionnel des républicains. Trump, c'est pas du tout la même chose. Trump, c'est le rien et le n'importe quoi. Et donc, quand il dit le premier jour, ça va être la plus grande rémigration de l'histoire. Le premier jour, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Parce que pour faire une telle rémigration, il doit mobiliser des milliers de policiers, de militaires, etc. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ce type-là est complètement dingue. Le danger, c'est, on dit, oui, mais si Kim Il-sung est dingue, oui, il est dans la dimension de la folie, l'équivalent du grand prophète iranien de la Corée du Nord. Il est imprévisible. Et c'est ça qui est, en démocratie, est dangereux. Et il n'appartient plus au Parti républicain. Le Parti républicain s'est abandonné, s'est livré complètement à Trump et n'existe plus en tant que force qui puisse corriger Trump aujourd'hui. Léon Blum avait thématisé l'opposition, conceptualisé, on peut même dire, l'opposition entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Je pense que Trump est totalement délirant dans la conquête du pouvoir, mais pas dans l'exercice. Dans l'exercice, il se calme. Et donc, dans l'exercice du pouvoir, il n'a pas été un président son premier mandat, voilà. Son premier mandat, voilà. Dont certains disent, au fond, il est relativement raisonnable. Relativement raisonnable. Il n'y a rien eu d'absolument catastrophique. Comme Obama, il se moquait de l'Europe comme de l'an 40, mais pas plus qu'Obama. Bon. Et donc, il n'y a pas eu de catastrophe Trump. Donc, je pense qu'il faut garder ces catégories de Blum qui sont très profondes. Et elles sont d'ailleurs de plus en plus pertinentes pour comprendre les campagnes électorales de nos démocraties. C'est la version un peu cynique de on fait campagne en vers et on gouverne en prose. Oui, c'est ce que Jean-Pierre Raffarin appelait la créativité en période de campagne. Mais attention. Dany Cohn-Bendit. Attention. Ça, c'est pour se rassurer. Moi, je veux bien qu'on se rassure, ça fait du bien, et on a tous besoin de se rassurer en ce moment. Mais, si on prend le programme électoral derrière Trump, c'est-à-dire ce fameux programme 2025 qui a été, dont le think tank qui ont été publiés, comment ? Il a dit qu'il n'en voulait pas. Oui, il a dit qu'il n'en voulait pas, mais de plus en plus dans ses interventions, il en reprend les contenus.
Premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'il a tellement avancé sur l'histoire de l'immigration et qu'il y a eu une autocritique de sa part même, de son incapacité à mettre en place ce qu'il voulait mettre en place lors de son premier mandat, que je ne crois pas qu'on puisse simplement dire « il ne fera pas ce qu'il dit ». Je crois qu'aujourd'hui, vu ce qui lui est arrivé la dernière fois, il veut absolument faire ce qu'il dit. Et ce type-là est tellement déréglé qu'il peut aller jusqu'au bout de ses idées. Je ne crois pas qu'en citant Léon Blum, en citant la rationalité de Reagan, en citant ça, on arrive à circonscrire la pensée de Donald Trump. Est-ce qu'il y a en Europe même une forme de jubilation des droites ou d'une partie des droites se disant « il ose ». Quand on voit Orban, c'est assez rare d'ailleurs qu'un chef de gouvernement ou chef d'État prenne le risque, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance. Avant même l'élection, il parie à 100% sur Trump. Il a dit « je croise les doigts pour lui », etc., etc. Est-ce qu'il y a dans une partie des opinions une jubilation de dire « voilà, sur le climat », sur les questions de mœurs, sur les questions de liberté de parole, il ose dire, il est en fait le libérateur de la parole, évidemment de la parole de droite ou d'extrême droite. Oui, il coche toutes les cases de la révolution conservatrice. Il coche toutes les cases de la. Mais est-ce que vous le comprenez ça ? Est-ce que vous pensez qu'on sous-estime le nombre de gens qui en Europe maintenant ils se cachent un peu parce que dire je suis trumpiste c'est un peu fait mal, mais en réalité beaucoup de gens le pensent. Non, mais c'est parce que, pardon, mais j'y reviens une dernière fois, mais il faut quand même bien comprendre qu'aux États-Unis, la mode du politiquement correct. Enfin, moi j'ai connu ça, j'ai enseigné là-bas, mais c'était insupportable. C'était invivable. Voilà. Quand j'ai donné des conférences sur la Déclaration des droits de l'homme en 1989, parce que c'était le bicentenaire, et que mes conférences étaient interdites parce qu'il fallait que j'appelle ça Déclaration des droits humains, parce que les ovariums de philosophie avaient interdit ma conférence. Non, mais ils étaient malades. Elles étaient malades. Donc, il y a toute cette histoire du politiquement correct qui s'est transformée en wokisme et qui fait que Trump c'est ça qu'il a, il a soulevé le tapis. Il a montré ce qu'il y avait là. C'est ça qui fait sa force aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'en face, Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle propose? Elle ne propose absolument rien. C'est d'une vacuité bouddhiste, son programme. Alors, elle est plus sympathique que lui, évidemment, parce que lui, c'est quand même un grand délirant. Là-dessus, je rejoins ce que dit Dany. Et il est fantasque, c'est un menteur pathologique, c'est un fou furieux, narcissique. Bon, mais elle représente quand même toute cette histoire du politiquement correct et du wokisme qui est pas tellement plus réjouissante que ce que représente Trump. C'est ça le problème. Dany ? Je crois que, Luc, je m'excuse, mais je crois que tu es en train de combattre un mirage. Oh alors je sais que tu as été aux États-Unis, je sais que tu as enseigné, mais tu fais un peu une inversion des choses. Tu dis Trump, la responsabilité pour Trump, c'est le wokisme. C'est comme quand Nolte en Allemagne dit la responsabilité pour Hitler, c'est le communisme. On ne peut pas faire ce genre d'analyse. Oui, il faut discuter du wokisme, mais Kamala Harris n'est pas le wokisme. Ce n'est pas vrai. Kamala Harris est une modérée. Alors, elle propose, en fait, des propositions traditionnelles social-démocrates, de protection sociale, de protection sanitaire, dont se fout complètement Trump. Ce qu'elle ne fait pas, et que Trump ne fait pas, elle n'est pas à la hauteur dans les débats, par exemple, sur la dégradation climatique. Elle n'est pas à la hauteur quand elle est de ce que l'Amérique doit faire d'une manière géopolitique, vu les conflits qui existent aujourd'hui. Sur l'Ukraine, je m'excuse Luc, on n'est pas d'accord. Elle dit exactement la même chose que Macron et Biden, c'est-à-dire il faut tout faire, mais il ne faut pas trop faire pour que Poutine ne perde pas. Donc je crois que c'est faux de dire qu'elle ne propose rien. Elle propose une gouvernance plus traditionnelle, plus modérée,
qui n'a rien à voir avec le wokisme. Non, mais là, pardon, on est en désaccord très profond, parce que peu importe ce que représente Kamala Harris, elle représente le Parti démocrate, qu'elle soit à la droite ou à la gauche du Parti démocrate, peu importe. Ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 40 ans, donc cette histoire du politiquement correct, c'est omniprésent aux États-Unis. Et donc, vous avez des sensitive readers, par exemple, vous avez dans toutes les maisons d'édition, vous avez des gens qui sont payés pour relire les textes anciens, pour les corriger. Bon, vous avez, moi, j'ai un ami aux États-Unis, sa fille qui a 7 ans, est allée à un bal. J'ai pas fini. Elle est allée à un bal costumé. Elle s'était habillée en Pocahontas. Elle a été renvoyée par la directrice de l'école avec une lettre d'injure aux parents parce que c'était usurpation d'identité. C'est ça qui a derrière le Parti démocrate. Même si et Madame Kamala Harris, elle commence ses discours en disant I am a she, I'm a her. Voilà. Donc on peut pas le traduire en français, mais voilà, et ça, c'est les clins d'yeux au féminisme différentialiste américain. Il y a tout ça derrière. Et donc, évidemment, ce qui a permis à Trump d'être élu, et ce qui lui a permis d'être adoré par le mâle blanc américain, c'est qu'il a soulevé le tapis sur cette histoire du politiquement correct. Mais c'est ça qui a marché. Je peux vous soumettre un exemple concret. Est-ce que je peux vous poser, Dany, vous allez poursuivre votre pensée, mais un exemple concret, c'est le climato-scepticisme. Trump, on a vu le débat qui est reparti avec évidemment les inondations de Valence. À l'instant, Thierry Breton sur ce plateau disait voilà, c'est un effet du changement climatique. Il y a des gens qui disent aux États-Unis non, il y avait déjà des inondations dans la région de Valence dans les années 50. On a le droit de dire qu'on n'y croit pas, qu'on croit pas au changement du climat, ou variante, qu'on trouve que le changement du climat, ça aura des aspects positifs, qu'il fasse un peu plus chaud à Paris, c'est pas bien grave, etc., etc. En Sibérie surtout. Oui. Est-ce que ça fait partie pour vous de la liberté de parole qu'il est en train d'incarner, Trump, ou est-ce que c'est un crime, comme le pensent les écologistes ? Non, mais le problème, c'est pas de savoir si c'est un crime, c'est que c'est idiot et faux. Et ce que dit Luc, alors il s'attaque au wokisme. Bon, je suis pas d'accord avec lui, mais on va pas en faire tout un cinéma là-dessus. Je crois qu'il se trompe, mais Luc aussi a le droit de se tromper, donc c'est pas grave. Mais non, ce que je veux dire, c'est que dans son non politiquement correct, il dit, eh bien, j'ai le droit de dire que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Dit Trump, j'ai le droit de dire que Darwin était faux, que 40 à 50% des Américains pensent qu'effectivement, l'évolution telle que l'a définie Darwin n'existe pas. Et sur le réchauffement climatique, c'est pas que lui, c'est là que ça fait tache d'huile sur tout le monde. Il n'y a pas que, là on parle de l'Espagne et Valence, mais il y avait la Floride il y a quelques semaines, il y avait ce qui s'est passé en France. Il y a aujourd'hui, dans cette volonté de déchirer ce qu'on appelle le politiquement correct, il y a le politiquement débile. C'est-à-dire que pour déchirer le politiquement débile, il se sert du politiquement correct, il se sert du politiquement débile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il érige aux États-Unis dans la culture du n'importe quoi. Et c'est ça qui est dangereux, parce que la rationalité, eh bien, quand la rationalité se perd, la démocratie s'effondre. Oui, non, mais moi, je refuse d'être absolument sommé de choisir avec enthousiasme entre deux conneries majeures. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et donc, ce que je ne cesse de regretter, comme notre ami Guillaume Debré, l'effondrement d'un centre intelligent. Voilà. Là, on a affaire à deux partis politiques qui sont tous les deux débiles. Voilà. Et moi, contrairement à Dany, je peux pas choisir l'un en disant l'autre est formidable. Non, j'ai affaire d'un côté à l'héritage du politiquement correct, qui pour moi est une catastrophe absolue. On le voit le résultat à Sciences Po Paris. Bon, on voit le résultat dans les universités où les mots m'arrachent les images, les photographies des otages israéliens. C'est ça. 40%, Dany, 40% des petits Français de moins de 35 ans pense aujourd'hui, voilà, c'est le résultat de la radiographie de l'antisémitisme, le travail remarquable fait par notre ami Dominique Régnier, par la Fondation pour l'innovation politique. 40%, Dany, 40% des jeunes Français, les moins de 35 ans, pensent que Israël traite les Arabes, les Palestiniens, de la même manière que les nazis ont traité les Juifs. C'est le résultat de cette enquête documentée, intelligente. C'est ça qu'on vit aujourd'hui.
Et donc, cette guerre à Gaza, elle est très cruelle, elle est immonde. Très probablement, on pourrait la faire autrement. C'est pas ça que je défends. Mais il y a quand même, si vous voulez, cette espèce d'envahissement du wokisme, du politiquement correct. C'est pas mieux que Trump, Danny. Je suis désolé, moi, je peux pas choisir entre les deux. Je peux, en tout cas, certainement pas avec enthousiasme. Voilà. Et le seul mérite de Kamala Harris, c'est de nous éviter Trump. Mais c'est pas suffisant. On peut pas faire une campagne électorale en disant simplement, je vais vous éviter le pire. C'est pas suffisant. Écoutez, deux choses. D'abord, autant que je sache, je ne fais pas campagne. Je suis pas dans cette campagne. Non, mais je n'ai pas fait une campagne pour éviter le pire. Je dis, moi, si j'étais américain aujourd'hui, je voterais pour Kamala Harris, non pas par enthousiasme, parce que je crois qu'il est absolument nécessaire d'éviter Trump, comme il était nécessaire en France d'éviter Marine Le Pen. C'est mon opinion, c'est pas la tienne, c'est pas grave. Deuxièmement, je ne dis pas que le wokisme n'existe pas. Je ne dis pas que le wokisme n'est pas une bêtise contagieuse, bête et méchante. Au contraire, je trouve que là, tu as des arguments. Et enfin, c'est marrant que tu me renvoies tout ça, des analyses sur l'antisémitisme, comme si j'étais un copain des antisémites. Mais non, Attends, je parle. Je dis simplement, moi aussi, je suis choqué par la manière dont réagissent beaucoup et des jeunes qui placent, en fait, qui aujourd'hui mettent sur un pied d'égal le nazisme et Israël. Luc Ferry, donner le comité. On vous a entendu les deux là-dessus, mais on va pas repartir sur ce débat-là. J'aimerais vous entendre précisément sur la question de l'immigration. Parce que vous l'avez entendu dans l'extrait qu'on a entendu de Trump. C'est un des cœurs vraiment de sa campagne. Quand il met le doigt sur la démographie, comme les nationalistes européens, est-ce qu'il met le doigt sur une vérité qu'on s'est trop longtemps cachée? Est-ce que là, le message de Trump dépasse les États-Unis? On a beaucoup dit, en étant politiquement correct, pour reprendre votre expression, la démographie c'est secondaire, c'est pas si important, etc. Je finis ma question. Lui, Musk, Meloni en Italie, un certain nombre de gens disent non, la démographie c'est crucial dans l'histoire des civilisations. A-t-il là une part de vérité, oui ou non? L'un ou l'autre? C'est à moi. C'est à moi. Vous avez raison. C'est à moi. Allez-y. Ouais. Non, parce que c'est plus facile en studio de regarder sur ce. C'est normal. Allez-y. Celui qui est là. Donc, vas-y. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Personne ne dit que la démographie n'est pas importante. Je dis simplement que l'évolution démocratique dans nos sociétés occidentales ne va pas changer. C'est-à-dire que personne ne fera comme Elon Musk qui a 13 enfants avec 4 femmes. Ce n'est pas le modèle des sociétés occidentales. Donc aujourd'hui, l'immigration est une réponse à la crise démocratique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Luc dit que c'est pas vrai, tout ça, très bien, très bien. Mais moi, je maintiens avec beaucoup... Chut, Luc. Je maintiens avec beaucoup de démographes, avec des géographes et tout ça, qui nous expliquent très bien pourquoi, justement, ce que dit Trump sur l'immigration ne marchera pas, parce que ce n'est pas parce qu'ils veulent, il y aura moins d'émigrés que les Américains, ou qu'il y a moins d'émigrés que les Français, que les Italiens, que les Allemands, que je ne sais quoi, feront plus de gosses. Donc, personne ne dit que la démographie n'est pas importante. Moi, je dis simplement, et là je suis en total désaccord avec l'ignorance de Luc, sur le rôle de la démographie et à la réponse à la crise démographique. Voilà la différence. Et non pas de nier le problème de la démographie. Oui, on est depuis toujours en total désaccord là-dessus. C'est-à-dire que si on avait affaire à une immigration sympathique de gens qui nous aiment beaucoup, qui adorent la France, qui aiment s'intégrer chez nous, et viennent travailler gentiment, je dirais, mais c'est merveilleux. Mais quel bonheur d'avoir des étrangers qui viennent chez nous. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire mes études en Allemagne, j'ai enseigné aux États-Unis, j'adore être à l'étranger, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand, mais formidable. Le problème, c'est qu'on a une islamisation des quartiers avec des gens qui nous détestent et qui veulent nous tuer.
habitués, voilà. Alors pas tous évidemment, mais beaucoup d'entre eux, et de plus en plus. 80% des profs d'histoire ont la trouille de faire un cours sur la liberté d'expression, sur la Shoah ou sur un certain nombre d'autres sujets. Et voilà. Et je dis que cette immigration-là, les Français n'en veulent pas et qu'ils ont raison de pas en vouloir. Voilà. Et donc, par ailleurs, dire sous prétexte qu'on a une dénatalité. Alors, dénatalité, la France est passée en 10 ans de 2,2 enfants par femme à 1,7. L'Allemagne doit être à 1,2, donc on va rejoindre l'Allemagne. Mais le problème, c'est que... C'est la faute aux musulmans. Mais c'est pas la faute aux musulmans, c'est qu'eux, ils sont pas du tout concernés par ça. Ils ont beaucoup d'enfants. Et donc, ils ont tout à fait le droit d'avoir des enfants. Le problème, c'est que mais c'est l'islamisation. Tu t'en fous de l'islamisation. Ça te gêne pas, toi. T'es en Allemagne. Toi, t'as personne là-bas. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que la France. Et quand on a un type qui va dans l'avion du président de la République et qui dit, le Nice, je m'en fous, le Bataclan, je m'en fous, le Péramel, je m'en fous, Dominique Bernard, je m'en fous, Samuel Paty, je m'en fous. Les profs d'histoire, ils s'en foutent pas, Dany. Tu ferais mieux d'être à leur côté, tu vois. Luc, du calme. Non, il n'y a pas de calme, c'est vraiment énervant. Non, du calme, parce que là, tu fais des sous-entendus. Non, il n'y a pas de sous-entendus, je dis qu'on vit l'islamisation des quartiers. Non, attends, sur moi, des sous-entendus, pas sur l'islamisation. Tu as raison, et c'est vrai que ceux qui défendent la nécessité de l'immigration ont sous-estimé, donc moi, ont sous-estimé le problème de l'islamisation. On est d'accord. Mais seulement. Et deuxièmement, quand tu parles du scandale de ce pseudo-conseiller ou ce conseiller réel d'Emmanuel Macron qui s'est retrouvé en jogging au Maroc, etc., donc dont tu viens de invité, pas conseiller, c'est un invité. On parle de M. Bellatar, invité du voyage. C'est comme moi. Vous savez, moi je suis ulcéré parce que j'ai été remplacé par cet homme. Moi aussi, j'étais qu'un invité. Oui, moi aussi, j'étais qu'un invité. Et maintenant, c'est plus moi l'invité, mais c'était cet islamisme. Il faut avouer que c'est quand même pas très gentil pour moi. Allez, soyons sérieux et avançons sur les événements en France. Je ne suis pas sûr que vous étiez candidat pour aller au voyage au Maroc. C'était votre fibre royaliste. Oui, très bien. Mais non, c'est pas ça. J'aurais voulu voir un vieux 68 ans avec le roi du Maroc. Conseiller de Macron. Non, je veux dire par là que c'est pas parce qu'il y a ce problème de l'islamisation, il y a le problème du contrôle et comment définir une immigration qui respecte le pays d'où il vient. Moi, j'étais très influencé par, quand j'ai fait mon film sur Israël, par une école, Rougozi, en Israël, donc à Tel Aviv. Et cette école était que pour des réfugiés, des enfants de réfugiés. Et le directeur de l'école, et c'était intéressant, il disait « Les réfugiés, tous, doivent rester en Israël. Ils ont un droit de vivre en Israël. Mais il faut que les enfants sachent qu'ils viennent en Israël. » Avançons, Luc Adrien-Colmenares. Il a raison. Non, j'avance pas, je veux finir là-dessus. Et donc, est-ce que nous, en acceptant la nécessité et en défendant la nécessité de l'immigration, on a trop peu mis le doigt sur la nécessité pour les émigrés d'accepter la réalité de notre pays? Je dis oui. On est d'accord. Trop peu, je l'avoue, mais ça ne met pas en cause la nécessité de l'émigration. Changeons de sujet, ou plutôt avançons dans ce qui se passe en France, c'est-à-dire après les événements très violents qu'il y a eu à Rennes, à Poitiers, à Valence. Ce sont les propos très marquants du ministre de l'Intérieur, de Bruno Retailleau, parlant d'une mexicanisation de la France. Et au-delà de Bruno Retailleau, ce qu'a déclaré tout à l'heure Carl Olive, député macroniste, qui dit « On est au stade où il faudrait envoyer des militaires dans certains quartiers touchés par le trafic de drogue pour provoquer un électrochoc dans ce pays. » Et il entre même dans le détail, vous allez pouvoir en discuter. Il dit qu'il faudrait un mélange entre la police nationale, la police municipale et les militaires pour répondre à une telle poussée de violence dans un certain nombre de villes et villages du pays.
Le problème, c'est que là, on n'en est plus à débattre de la légalisation du cannabis, parce que c'est pas du cannabis qu'il s'agit, c'est beaucoup beaucoup plus dangereux que ça. On a des différents dérivés du crack, et c'est ça qu'on trouve. Quand on va vers le nord de Paris, puis qu'on voit les tentes de crack là qui s'enfilent les unes après les autres, on a affaire à depuis 10 ans à un trafic de drogue qui envahit le territoire, y compris les campagnes, les provinces. Et moi, ce que je trouve quand même très 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 choquant, mais pour une fois je suis choqué, ça m'arrive très rarement, mais là oui, c'est les consommateurs, parce que c'est eux qui sont à l'origine de ça. Parce qu'on parle, la répression, j'y crois pas, je suis désolé. On pourra mettre tous les militaires, tous les flics qu'on veut, ça ne fera que monter les prix, ça ne sert jamais à rien. En revanche, les consommateurs, moi je trouve ça hallucinant qu'on ait 400 000 consommateurs de plus chaque année. Enfin, j'ai lu ce chiffre, je ne l'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, j'ai une fille qui habite là-haut, dans le nord de Paris, mais c'est effrayant ce qu'elle voit chaque soir quand elle rentre dans la cour de son immeuble, mais c'est l'horreur. Elle voit des gens qui sont vautrés par terre, je peux même pas vous dire ce qu'ils sont en train de faire, bon, et c'est épouvantable ce qui se passe. Voilà, et donc ça c'est vraiment lié, non pas à telle ou telle religion, c'est vraiment lié au trafic de drogue. Et ça, je pense que les consommateurs, ils sont vraiment, vraiment responsables. Et ça, je pense qu'il faut punir les consommateurs. Est-ce que vous entendez ce discours sur le retour à l'ordre quand vous avez un député macroniste important comme Carl Olive, non mais juste ça, qui dit il faut recourir à l'armée, c'est pas juste une parole en l'air. Ça fait monter les prix. Danny Cohn-Bendit. Alors, d'abord, le premier à avoir dit ça était un élu vert, Stéphane Gatignon à Sevran, qui a dit, il y a plusieurs années, dans certains quartiers, pour protéger la population contre la mainmise des dealers dans ces quartiers, eh bien, il faudra faire appel aux militaires. Ça a été épouvantable à gauche, tout le monde, sans essayer de comprendre pourquoi il disait ça. Je suis d'accord avec Luc que la répression en soi ne résoudra pas le problème, mais qu'on a besoin, dans certaines quartiers, d'une véritable protection. Et là où Retailleau a été infâme, infâme, et je le dis, c'est sur Poitiers. C'est sur Poitiers. À Poitiers, il y a eu donc cette attaque d'un restaurant. Il y a eu un jeune qui est mort un jour après, plusieurs blessés. Et Retailleau a parlé d'une risque qui a intégré 4 à 600 personnes. Alors que le procureur de la République a dit ce n'est pas vrai. C'était les parents et les familles de ceux qui ont été attaqués dans le restaurant qui voulaient protéger leurs enfants. Ils ne se sont battus ni contre la police, ni contre... C'est ce qu'a dit Retailleau. C'est ce qu'a dit Retailleau. Et je dis, quand il parle de mexicanisation, il dit n'importe quoi. Non, c'est vrai. Le Mexique, c'est pire. Donc c'est pas en montant le pire qu'on trouvera les bonnes solutions. Là où Luc a raison, c'est... Il y a quand même des dizaines de morts, je crois que c'est à Marseille. On est à des dizaines de morts. À des dizaines de morts à Marseille. On est sur le territoire de l'Union européenne, on n'est pas en Colombie. Darius, je viens de dire que je suis dans certaines situations pour les militaires. Moi, je l'ai dit au contraire de Luc. Donc il faut écouter quand je dis quelque chose. Je vous écoute. Je suis pas débile mental. Enfin, des dizaines de morts. Vous dites, c'est pas le Mexique. C'est peut-être pas le Mexique. Je connais pas les statistiques du Mexique, mais des dizaines de morts. Enfin, ça paraît quand même, c'est martien. Le Mexique, c'est des milliers de morts. Oui, bon, alors il y a toujours pire, ça évidemment. Oui. Je dis simplement que si on ne s'attaque pas au financement de la drogue, et là on fait trop peu, au niveau européen, au niveau français, au financement de ceux qui sont qui ordonnent le trafic, qui organisent le trafic, et aussi de s'attaquer aux consommateurs et de proposer des alternatives à ceux qui sont dépendants, parce qu'il y a des expériences dans plusieurs villes qui ont réduit la consommation. Si on ne fait pas ça en même temps, c'est-à-dire essayer de réduire la dépendance des plus malades, de s'attaquer aux bons bourgeois, qui soient, disons, députés LFI ou autre chose, aux bons bourgeois qui sont consommateurs
de ces drogues-là. Oui, mais Dany, les bons bourgeois, ils ont toujours existé. Les bons bourgeois qui veulent prendre de la drogue, ils ont toujours existé. Non, mais je veux dire, le problème, on peut toujours dire que le problème, c'est ce qui arrive à l'arrivée, mais il y a quand même un problème d'ordre, de maintien de l'ordre. Non, mais moi, je suis pas contre les policiers, les militaires, mais c'est surtout, là où ils peuvent servir vraiment, c'est pour attaquer l'argent de la drogue, c'est le plus efficace, et puis deuxièmement, attaquer les consommateurs. Mais les consommateurs, ils sont déculpabilisés aujourd'hui. Avant, c'était vraiment interdit. Moi, quand j'étais gamin au lycée, mais c'était inimaginable. Il n'y avait pas de drogue, ça n'existait pas. Il n'y a pas un bahut aujourd'hui en France où la drogue ne circule pas un seul. Darius, pas un. Voilà. C'est ça qui va pas. Et c'est déculpabilisé aujourd'hui. Alors, moi, je trouve que c'est, Deepak Retejo est infâme. C'est pas ça qu'il a dit. L'expression était peut-être maladroite, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait 500 ou 600 personnes qui pouvaient être impliquées, non pas au sens où ils se battaient, mais au sens où ils pouvaient prendre une balle perdue. C'est ça qu'il a dit. Mais si, parce que les balles sont parties. Mais il a pas dit qu'il y a 600 personnes qui se battaient, Dany. Mais non. Arrête, c'est pas parce que tu l'aimes pas qu'il faut l'insulter. Il y avait 600 personnes qui pouvaient être partie prenante de cette bataille. Parce qu'ils pouvaient prendre des balles perdues. C'est ça qu'il a dit. Non, Darius. Il savait bien qu'il n'y avait pas 600 personnes qui se battaient. Laissez répondre Dany. Je peux dire un mot. Au Mexique, c'est 30 000 morts par an et c'est 450 homicides par jour. Donc il faut arrêter. Maintenant, je ne dis pas que c'est pas grave en France. Ça ne sert à rien de comparer la France et le Mexique parce que le Mexique est un État en pleine déliquescence sur ce sujet, alors que la France a les capacités de ne pas être en déliquescence. Est-ce que je peux vous poser à l'un et à l'autre une question un peu provocante ? Rappelez-vous les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est l'illustration de ce qu'au fond, il y a un désir d'État, disons les choses, un peu plus policier ? Ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, ça rappelle un peu ce qui arrive dans certains États du tiers-monde quand il y a un grand événement. On met de côté les marginaux de façon un peu artificielle. Vous avez vu, les SDF avaient disparu. Comme par miracle, ils étaient toujours là. Et d'ailleurs, il faut donner le chiffre. Il faudrait donner le chiffre. Beaucoup sont morts. Il y a une augmentation de morts des SDF. C'est un vrai problème en France. Bon, et bien simplement, la plupart des gens, de manière assez hypocrite, trouvaient ça très sympa. Il y avait une bonne ambiance, etc. Personne ne s'est trop demandé ce qui arrivait, par exemple, à ces gens qu'on écartait. Mais cet État plus policier, je vous dis une chose, c'est un État plus policier, plaît à une partie importante de la population qui a envie d'ordre. Parce que là, les gens avaient très peur, enfin, les policiers, le ministre de l'Intérieur avaient très peur que les Jeux Olympiques soient l'occasion d'avoir des attentats. Est-ce que ça répond à un désir profond, durable ? Pas seulement pour les quelques semaines de Jeux Olympiques, mais au fond, Bien sûr. De toute façon, c'est pas pour rien que la droite de la droite en Europe a le vent en poupe, et en France aussi. Bon, mais c'est parce qu'il y a un désir d'État, il y a un désir de protection, il y a un désir d'autorité, il y a un désir de... Voilà, je parlais tout à l'heure de la déculpabilisation de la drogue, par exemple, c'est vrai que ça n'est pas normal, voilà. Et donc il y a un désir d'État, il y a un désir d'autorité, il y a un désir de protection. Les trois vont ensemble. Mais pendant les Jeux Olympiques, il y avait quand même quelque chose qui était très particulier. C'était la crainte d'attentats islamistes. C'est ça qui a mobilisé cette cohorte de policiers. Moi, j'aime pas ça. Je peux vous dire, je déteste ça. Moi, j'ai quitté Paris parce que franchement, être atterré. Il fallait le faire. Attends, je termine juste la phrase. Mais arrêter toutes les 3 secondes pour montrer ses papiers, etc. Non, c'est la barbe. J'aimerais, on vient de recevoir une image, j'aimerais que vous commentiez cette image. Darius, vous posez une question à tous les deux et vous êtes satisfait. Pardon, vous avez raison. Allez-y, Dany, puis après on va voir l'image. Allez-y, Dany. Non, mais c'est tout. Moi, je veux dire que la peur qu'il y avait aux Jeux Olympiques, c'était qu'il se passe, alors lui, il dit attentat islamiste, moi je dis la même chose qui s'est passée à la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Quand les Anglais n'ont pas pu rentrer. C'est ça l'angoisse. Puisque c'était en Seine-Saint-Denis, l'angoisse, c'est qu'il y ait des tas de jeunes qui perturbent toute l'organisation. Donc, là, la police, qui est d'ailleurs une police, et c'est ça qui est intéressant, si déjà... Vous prenez cet exemple, c'était quand même une police de quartier, de son rêve. Ils étaient gentils, ils n'étaient pas agressifs, ils ne faisaient pas de contrôle au faciès, comme ils le font toute l'année. Mais non, Dany, pardon. Les pauvres SDF, vous savez très bien que les SDF faisaient courir aucun risque à leur mais les SDF c'est juste qu'on voulait pousser les marginaux, pousser les désordres qui sont le quotidien réel, de façon un peu artificielle. Ah oui. Darius, les SDF ont été vidés avant les Jeux Olympiques. Oui, mais bien sûr. Pas pendant.
Ouais. Avant. On se comprend bien. Je parle, moi, des Jeux Olympiques. Vous pouvez écouter de temps en temps. Ouais. Je parlais d'avant. Vous pouvez dire ce qui s'est passé avec les SDF, c'était avant les Jeux Olympiques. Et la manière dont on s'est parlé, c'était dégueulasse. Mais pendant les Jeux Olympiques, la police était par miracle devenue une police républicaine. Mais c'est pas par miracle qu'ils sont comme ça. J'aimerais vous entendre et vos commentaires sur ces images très fortes que nous recevons à l'instant, il y a quelques minutes. C'est cette femme qui incarne la volonté de liberté à Téhéran. C'est cette jeune femme qui a été victime d'un contrôle parce que son voile était mal porté. Elle se dévêtit et elle a été arrêtée. Ce sont les dernières nouvelles que nous avons. Et évidemment, c'est une femme aujourd'hui qui incarne aux yeux du monde entier la répression infâme que ce régime fait subir à toute personne qui s'oppose à la dictature islamiste qui perdure depuis 1979 dans ce pays. J'aimerais votre regard à l'un et à l'autre sur ces images qui resteront emblématiques, comme cette femme qui portait son voile au bout d'un... Quel courage. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et vous avez vu qu'en Afghanistan, il y a un cran de plus, puisque maintenant, ils interdisent aux femmes de parler entre elles. Vous vous rendez compte ? Les mecs sont malades. Et moi, ce qui me frappe, c'est que je ne vois pas de mobilisation des féministes là-dessus. Voilà. Alors, quand il s'agit certaines, oui, soyons honnêtes. Certaines là commencent à très peu. Il y a un excellent papier d'Elisabeth Badinter là-dessus il y a 15 jours qui est paru de je ne sais plus dans quel journal, qui était très remarquable. Il y en a quelques-unes, mais c'est très peu. Sandrine Rousseau a réagi. Il y a beaucoup de féministes qui très peu. Non, pas beaucoup. Non, très peu, extrêmement peu et très tardivement. Et donc parce que quand il s'agit de Bedos ou de Depardieu, je les défends pas. Moi, encore une fois, je déteste les gens qui agressent les femmes, j'ai horreur de ça. Bon, mais même pour plaisanter ou tout ça, c'est pas voilà. Mais voilà, je trouve que là, on devrait avoir une mobilisation des hommes et des femmes, des féministes en particulier, beaucoup plus importante. Cette petite, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, et très vraisemblablement, ils vont la tuer, ils vont la torturer, voilà. Et ça, et ce qui se passe en Afghanistan, mon Dieu, mais c'est pas. Vous vous rendez compte, interdire aux femmes de parler, mais enfin, ces mecs sont complètement barjots. Danny Cohn-Bendit. Moi, là où je veux aller dans la direction de Luc, non seulement, c'est un peu comme il n'y a pas eu de manifestation après le 7 octobre. Le 7 octobre en Israël, c'était aussi un massacre et des viols organisés contre des femmes. Contre des femmes, oui. Et là, il n'y a pas eu de réaction de féministes. Les féministes qui sont mobilisées, c'était tout d'un coup pour défendre le Hamas. On croyait rêver. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Iran, c'est le cœur même d'un pouvoir musulman théocratique, islamiste, fasciste. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que quand on parle du Sud global, eh bien tous ceux qui défendent le Sud global défendent que l'Iran, que l'Afghanistan, que tous ces pays fassent partie de cette coalition contre notre civilisation occidentale. Et ça, c'est vraiment aberrant. Oui, il faudrait des milliers, non pas seulement des femmes, de mobilisation comme au temps de la guerre du Vietnam, etc., contre ces États totalitaires qui détruisent l'identité et la réalité de ce que sont les femmes. Et ça, c'est l'Afghanistan et l'Iran. Est-ce qu'il y a un défaut de réaction, y compris pour des pays où les régimes sont beaucoup moins durs, au Maroc ou en Algérie? Il y a une criminalisation de l'avortement qui est épouvantable. Ces pays ont du sang. Font payer aux femmes le prix du sang. C'est ce qui se passait en Europe avant Simone Veil et Valéry Giscard d'Estaing. On s'inquiète avec raison de ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Pardon, je finis. Ou de ce qui pourrait se passer avec certains mouvements réactionnaires en Europe, ce qui est vrai et c'est tout à fait justifié. Mais en ce moment, au Maroc, en Algérie, il y a une criminalisation de l'avortement qui fait que des femmes meurent dans des conditions épouvantables. Absolument. Et on entend très peu de réactions, notamment sur le Maroc. Je ne sais même pas si ça a été mentionné pendant le voyage au Maroc. Alors, et de l'homosexualité aussi, pareil. Et ce qui est très, très intéressant dans l'article que je citais là d'Elisabeth Badinter, c'est qu'elle explique très bien que pourquoi ce relatif silence ou très tardif des féministes occidentales, c'est parce que au fond, dès qu'elles critiquent ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, elles ajoutent immédiatement, mais il faut pas de récupération, parce que leur vrai problème, c'est toujours la même chose, et c'est ce que disait Dany très bien, c'est qu'immédiatement,
comme elles sont proches du Sud global, finalement, idéologiquement, la grande crainte pour elles, c'est qu'il y ait une récupération de l'extrême droite contre ce nouveau prolétaire qu'est le musulman. C'est toujours la même chose, ou qu'est le Sud global, ou qu'est l'Africain, voilà. Et donc, il y a du coup, ce qui les empêche de se mobiliser pour cette jeune femme qu'on voit déshabillée en Iran, ce qui les empêche de se mobiliser, c'est la peur que ce soit récupéré par l'extrême droite. C'est ça le problème. Et c'est toujours la même chose qui... voilà, on joue au billard à 12 bandes, mais du coup, on n'entend quasiment rien pour soutenir les femmes. On est tous désolés, mais on n'entend quasiment rien. Alors que là, il devrait y avoir des mouvements féministes, mais massifs, beaucoup plus que sur Bedos ou Depardieu. Je dis pas que ce qu'ils ont fait est bien, mais c'est que dalle à côté, c'est epsilonesque à côté. Ferry. Dany, pardon. Oui, c'est exactement la même chose. Prenons l'exemple de la guerre d'Algérie. Oui. Comme on soutenait la légitimité, la gauche soutenait la légitimité de la libération de l'Algérie du colonialisme, on n'a rien dit sur les massacres du FLN, par exemple, contre le MNA. Voilà. On n'a rien Exactement. dit. Parce que dénoncer les massacres du FNL contre le MNA, organisation ouvriériste algérienne pour l'indépendance de l'Algérie, eh bien, c'était faire le jeu du colonialisme français. Donc, au nom de cet interdit, eh bien, on s'interdisait de voir ce qu'était vraiment le FLN. Dany Cohn-Bendit, pardon. Non, mais il a raison, c'est important. C'est la même chose. Juste la dernière phrase, c'est on a donné raison à Sartre et non pas à Camus, alors que c'est Camus qui avait raison sur cette question. Puisque vous convoquez l'histoire, ce discours d'Emmanuel Macron, le président de la République, quand il était en visite au Maroc, sur Al-Andalus, ce moment où une partie de l'Europe était occupée par les musulmans. Il dit, et ce qui est vrai d'ailleurs, il y a une dimension culturelle, d'échange extrêmement précieuse qui a eu lieu, mais évidemment c'était une occupation aussi. Alors, une partie des gens applaudissent, les autres s'étranglent, qu'on rappelle de cette manière-là ce moment de l'histoire. Écoutons la brève séquence et vous réagirez l'un et l'autre. Que les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Du mythe. Réaction l'un et l'autre, Luc Ferry. Non, évidemment, sur le plan architectural, il y a des choses magnifiques. D'ailleurs, personne ne l'a jamais contesté. En revanche, tous les historiens contemporains savent que ce que dit Macron relève du mythe absolu. Donc, c'est ce qu'on a appelé le mythe d'Al-Andalus. Bon, la convivencia, ce qu'on appelait la convivencia, c'est-à-dire cette idée de convivialité, mais c'est un mythe complet. Cette histoire, donc, qui va de 711 à 1492, entre parenthèses, 1492, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est une histoire de guerre civile entre les Arabes et les Berbères, bien qu'ils les deux fussent musulmans. C'est une série de guerres civiles, mais aussi de domination contre les chrétiens et contre les Juifs. Donc qu'il y ait des monuments, très bien, on est ravis qu'il y ait des monuments magnifiques, mais c'est un mythe complet. Lisez Bernard Lewis, qui est un très grand historien, qui a montré à quel point cette idée de convivialité, comme si les trois religions s'étaient merveilleusement entendues à l'époque, mais c'est complètement faux. Donc c'est une blague, là encore. Il n'y a pas un historien contemporain pour défendre ça. Dany Cohn-Bendit. Moi, je le vois un peu différemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait... D'abord que c'était une occupation, c'est vrai. Ben oui. Ça, je le nie pas. Mais il y avait une convivialité qui a pu exister, qui a existé. Et ce qui est intéressant, c'est quand les chrétiens ont repris le pouvoir, ça a été un massacre incroyable contre les musulmans et l'expulsion des Juifs. Donc là, si on veut, on est les mythes sur les religions de 700 à 1400, c'est des mythes partout. Le mythe de la bonne des chrétiens qui vont libérer Jérusalem, etc. Mais c'était de la barbarie totale, de la barbarie chrétienne. Mais bien sûr. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne peut pas sauver de ces différentes barbaries quelque chose de positif. Merci un peu ce qui s'est passé. Merci Luc Ferry, merci Dany Cohn-Bendit.